Donc déjà, je rectifie rapidement pour pouvoir respecter le temps. Je n'ai travaillé que sur un seul ambassadeur, sur Jean du Bellay. Donc la correspondance de Jean du Bellay, voyage dans les sphères diplomatiques de la première moitié du XVIe siècle. Jean du Bellay est né en 1492 et mort en 1560. Il fut évêque de Bayonne, de Paris, de Limoges, archevêque de Bordeaux et cardinal à partir de 1535. En fait, sa carrière fut d'abord et principalement celle d'un diplomate. Il jouit de la faveur du roi François Ier et il est envoyé comme ambassadeur auprès de Henri VIII d'Angleterre, du pape Paul III ainsi qu'à la Diète de Spire. C'est une figure de premier plan dans ce premier XVIe siècle, aussi bien prélat et diplomate que conseiller du roi, mécène, collectionneur et poète. Donc je m'intéresse ici plus particulièrement à ses ambassades en Angleterre, où donc il est ambassadeur de 1527 à 1536. Il fait des allers-retours entre la France et l'Angleterre. Il ne reste pas toutes ces années là-bas. Il occupe un rôle véritablement charnière dans le cadre des relations avec l'Angleterre du point de vue de la politique française. Donc surtout pendant ces années-là, évidemment, où il est ambassadeur, même s'il faut souligner la continuité de ses relations avec l'Angleterre bien après, lorsqu'il n'y est plus. Il nous a laissé une correspondance, enfin lui il n'en sait rien qu'il nous l'a laissé, mais il nous a laissé une correspondance de ces années-là, les premières ayant été publiées en 1905 et les suivantes en 1969. Comme Jean du Bellay était mêlé aux plus importantes affaires politiques de son temps, ces lettres ont été largement exploitées par les historiens. Et mon but est de montrer pourquoi. Parce que ces lettres sont vraiment une source exceptionnelle, comme tous les écrits des diplomates et des ambassadeurs. Source exceptionnelle pour les historiens, pour l'histoire politique, pour l'histoire des relations internationales et sur la vie curiale. Les écrits de Jean du Bellay sont à replacer dans le contexte de la naissance de la diplomatie moderne, dont il faut comprendre les modalités, les motivations et les ressorts. Ces lettres constituent un exemple pratique. Et ce qui va constituer le fil directeur de mon travail, c'est que ces lettres constituent aussi un récit de voyage à part entière, un voyage à la fois dans un pays étranger pour le protagoniste et un voyage dans les sphères politiques du XVIe siècle pour le lecteur et pour l'historien. Donc j'adopte un plan en deux parties, ce qui n'est pas très... D'abord j'analyse les missions et le séjour en Angleterre de l'ambassadeur à travers ses écrits. Et dans une deuxième partie, j'essaie de faire une analyse un peu plus épistémologique sur les écrits des ambassadeurs comme récit de voyage, ce que l'historien des récits de voyage peut en tirer. Donc je commence ma première partie sur les missions et le séjour en Angleterre. Les missions tout d'abord. Les missions de Jean du Bellay sont sous-tendues par un seul et même objectif, négocier l'alliance et la paix. L'objectif prioritaire de Jean du Bellay est en effet la défense des intérêts français contre la puissance impériale, ce qui passe jusqu'en 1535 par l'alliance avec l'Angleterre. Parce que je rappelle qu'à cette époque-là, François Ier, Henri VIII d'Angleterre et Charles Quint qui se font la guerre, tous les trois à tour de rôle. Donc Jean du Bellay est le diplomate en règle générale a pour mission de nouer et d'entretenir des alliances avec des princes étrangers, d'envisager des rapprochements matrimoniaux lorsqu'ils sont possibles et de proposer des opérations militaires communes. Jean du Bellay est envoyé en Angleterre pour la première fois dans le cadre d'une ambassade extraordinaire dirigée par Anne de Montmorency, Anne c'est un prénom masculin aussi. En 1527, suite à la conclusion du traité de paix perpétuel à Amiens, perpétuel sur le papier. Donc après, il va y retourner en 1529. Il doit renforcer l'alliance entre Jean du Bellay doit renforcer l'alliance entre François Ier et Henri VIII au moment où se négocie la paix des dames avec l'empereur Charles Quint. Et dernier exemple, Jean du Bellay fait partie de la suite du roi François Ier lors de la rencontre de celui-ci avec Henri VIII à Boulogne en octobre 1532.
Il est donc très clair que Jean du Bellay est un des hommes d'État de France qui connaît le mieux les affaires d'Angleterre à son époque, surtout pendant les années de la rupture avec Rome. Donc oui, ce sont les années de la rupture avec Rome pour l'Angleterre parce qu'on est en plein dans le contexte de l'affaire du divorce. Favoriser la paix avec Henri VIII pour Jean du Bellay signifie entre 1527 et 1533 favoriser ses objectifs concernant son divorce. Henri VIII veut se débarrasser de sa vieille femme Catherine d'Aragon qui ne peut plus lui donner d'enfants pour épouser la femme dont il est amoureux, Anne Boleyn. Et donc, quand le conflit s'exaspère entre Henri VIII et le pape Clément VII, qui ne veut pas lui accorder l'annulation de son premier mariage, c'est Jean du Bellay qu'on expédie à Londres, puis à Rome, pour essayer d'empêcher la fin de la paix et la guerre. Et donc, pourquoi Jean du Bellay joue un rôle important dans cette affaire du divorce ? Parce que l'annulation du mariage est une affaire très importante pour le roi de France, car si le roi de France réussit à convaincre le pape, évidemment Henri VIII ne pourra que être allié avec le roi de France. Concernant le métier d'ambassadeur en pratique, d'après les lettres de Jean du Bellay, on s'aperçoit, quand on lit sa correspondance, que les ambassadeurs étaient souvent mal à l'aise et irrités, et que le métier d'ambassadeur demandait de garder son sang-froid, de rester loyal envers son souverain et d'être aussi calculateur. Sur la vie pratique, on a quelques éléments. Du Bellay ne parlait pas anglais, même s'il le lisait un petit peu. Et d'ailleurs, il négociait avec Wolsey, qui est le sorte de Premier ministre d'Henri VIII, en latin, parce que Wolsey ne parlait pas français et que le latin est la langue universelle diplomatique à cette époque-là. Comme la plupart des ambassadeurs, il manque d'argent comptant. Et plusieurs de ses lettres montrent qu'il se plaint à un de Montmorency, au même roi François Ier, qu'il manque d'argent, que ses versements arrivent de manière irrégulière. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est d'observer dans les lettres les relations avec les autres ambassadeurs. Il est en concurrence avec l'ambassadeur impérial Mendoza. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le jeu dans les lettres où les ambassadeurs sont attentifs à l'attitude de Wolsey, l'anglais, envers l'un ou l'autre, de savoir qui mangera à quel endroit de la table en certaines occasions. Et donc, voilà, les relations avec les autres ambassadeurs, les relations aussi avec les proches du monarque et de leur influence. Notamment les ducs de Suffolk et de Norfolk qui parfois, on le voit dans les lettres, arrivent à mettre du Bellay, et donc la relation avec la France dans des situations un petit peu délicates. Enfin, les missions d'alliance passent aussi par la duperie. Par exemple, en 1529, la mission de du Bellay était de duper le roi Henri VIII et de Wolsey sur les intentions du roi de France et ses véritables objectifs, et ainsi arriver à isoler les Anglais pour que ceux-ci soit encore plus dépendant de la France. Bon, je résume. Donc, au travers des lettres de Jean du Bellay, on voit que la diplomatie est réellement un jeu tortueux. Enfin, l'Angleterre à travers les yeux de Jean du Bellay. Bon, alors il faut dire que la correspondance est riche, mais il est difficile de dégager ses vraies opinions sur le pays et son peuple. Et de manière générale, les ambassadeurs français du 1er XVIe siècle ne se donnent que très rarement le loisir de réfléchir et de penser au pays dans lequel ils travaillent. Donc le travail de l'historien, c'est de sonder les sous-entendus ou les remarques qui sont présentes ici et là dans les lettres. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'Angleterre? Que le temps ne lui convient pas, c'est étonnant. Il tombe malade, il se plaint des médecins anglais. Il se plaint aussi de la xénophobie des Anglais et plus particulièrement envers les Français. Donc les Français et les Anglais, c'est pas toujours l'amour fou. Sur les personnages, on sait qu'il tient Wolsey en estime. Et quant à ses opinions à propos du roi Henri VIII, évidemment, il devait être un petit peu discret sur ce qu'il disait. Donc on ne sait rien de sa première audience avec le roi. Et même quand il a l'occasion de voir le roi, on n'a pas vraiment de mention de son opinion personnelle ou juste seulement quelques termes. Par exemple, quand une alliance militaire va se faire avec la France, il trouve que Wolsey est
tout à fait enthousiaste, tandis que le roi est, je cite, bien froid. Bon, voilà. Ce sont des petites choses comme ça sur lesquelles l'historien doit réfléchir. Donc le temps passe, je passe vite à la deuxième partie. Sur les écrits des ambassadeurs comme récit de voyage. Qu'est-ce que l'historien des récits de voyage peut tirer des écrits des ambassadeurs? Ces écrits ne sont pas forcément toujours une source directe ou évidente. C'est un type de voyage particulier, un voyage dans les sphères de gouvernement et de diplomatie des relations internationales. Ils comprennent, en tout cas pour cette époque, peu de descriptions ou de considérations très développées, comme dans les autres types de récits de voyage qu'on a vus jusqu'à présent. En fait, ça décrit plutôt les rouages de gouvernement, des relations entre les États à l'époque moderne, ainsi que la vie curiale. Le diplomate envoie donc avec une très grande régularité des lettres à son gouvernement pour connaître la volonté de son maître et de ses piliers, car lui n'a pas d'autonomie, n'a pas de décision à prendre. Et il a pour tâche essentielle de rassembler des informations afin d'éclairer le gouvernement de son pays. Donc finalement, ce ne sont que très peu de considérations personnelles, d'observations, mais l'historien peut en tirer la communication d'informations sur les négociations, sur les personnes qui sont en position de force ou de faiblesse, sur les missions qui sont confiées. Travailler sur une correspondance signifie aussi travailler sur des dates. À travers ça, on peut analyser les conditions matérielles du courrier, quand est-ce qu'on reçoit, quand est-ce qu'on répond, du courrier de circulation dans l'Europe moderne. De plus, les ambassadeurs décrivent souvent leurs conditions de voyage, combien de temps ils ont mis, quels moyens de transport ils ont empruntés. Enfin, les écrits des ambassadeurs offrent souvent des visions, des portraits, la description de gestes et d'attitudes, et parfois des caricatures. Donc ce sont des sources qui permettent à l'historien d'appréhender la vision de l'autre à l'époque moderne et de dessiner des portraits d'hommes historiques qu'on se représente finalement peu. Pour tout cela, le travail de l'historien est nettement enrichi, c'est très important, par la comparaison avec les écrits des autres ambassadeurs sur un même événement par exemple. Parce que l'ambassadeur doit tirer ses informations et en montrant à son souverain le parti qu'il peut prendre de chaque parole, de chaque événement. Ce sont des écrits subjectifs. Voilà, parce que l'ambassadeur est au service de son souverain. Enfin, alors, l'historien peut tirer donc un certain nombre de choses de ces récits d'ambassadeurs. Les sources posent cependant diverses difficultés. Les archives des hommes d'État français de l'Ancien Régime sont généralement dispersées. Et pour Jean du Bellay, une large part a été engloutie, a disparu. Il en subsiste surtout quelques îlots qui ont été préservés par des collectionneurs du XVIIe siècle. Et par exemple, dans le premier tome de publication de ces sources, on a trouvé ces sources en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, au Danemark, aux États-Unis, en France, en Italie et en Suisse. Donc, voilà. Difficulté aussi à cause du chiffre de la sécurité. Jean du Bellay très vite a dû montrer les lettres qu'il a envoyées afin qu'on contrôle pour voir s'il n'était pas en train de conspirer. Donc il va commencer à utiliser le chiffre, donc c'est le codage, on va remplacer les lettres par des nombres ou par des symboles, ce qui rend l'interprétation, enfin la lecture et l'interprétation difficile pour l'historien. Et sans aller jusqu'au chiffre, la correspondance de Jean du Bellay présente énormément de problèmes d'interprétation, puisqu'elle est très lacunaire, il y a des énigmes, des sous-entendus, et donc quand on travaille dessus, les notes en bas de page sont vraiment très importantes. Donc je conclus. Il y a eu d'autres ambassadeurs français en Angleterre, j'aurais dû en théorie en parler, par exemple Charles de Marillac qui a pris la suite de Jean du Bellay. Et si on veut travailler sur les écrits des ambassadeurs, il y a d'autres textes que les correspondances, il y a les mémoires, il y a aussi les lettres des correspondants, les lettres reçues par les ambassadeurs, et il y a des registres d'expédition qui sont à exploiter pour l'histoire des voyages.
Finalement, les récits des ambassadeurs sont utilisés beaucoup pour l'histoire de la diplomatie et des relations internationales, mais on peut lire ces récits entre les lignes pour chercher les descriptions du pays, des gens, des coutumes, bref, comme un vrai récit de voyage.